Je voulais évoquer aussi la temporalité. On avait déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure entre le documentaire, vous en avez produit quelques-uns, des courts, plusieurs aussi, les longs, là, deux sorties en salle. Ça, c'est vraiment des temporalités extrêmement différentes, hein. Ça peut aller de quelques mois à évidemment plusieurs années, hein. Un long, c'est facilement 4-5 ans, je crois. Oui, pour Hein? moi, oui. Pour d'autres, Oui, c'est plus alors parce que rapide. ça peut aller beaucoup plus vite, vous pensez Ça peut aller plus vite pour d'autres. Après, le résultat est peut-être pas forcément au rendez-vous, mais si par exemple, vous êtes dans mon cas, vous faites des films, ce qu'on appelle des films de producteurs, c'est-à-dire que enfin, moi, pour mes 2 longs métrages de fiction, j'ai trouvé une histoire qui me plaisait, et puis ensuite, j'ai constitué une équipe pour écrire le scénario, etc. Et l'écriture d'un scénario, c'est un processus qui est très long. Donc, qui prend, enfin, pour moi, ça n'a jamais pris moins de 3 ans pour moi de développer un scénario. Alors peut-être que il y a des manières plus efficaces de s'y prendre, j'en sais rien. En tout cas, moi, je trouve qu'il faut le temps de maturation, il faut laisser reposer, il faut y revenir. Donc, c'est un process qui est quand même long. C'est pas le tournage qui prend du temps. Non, c'est tout ce qui se passe avant, le développement. Une fois qu'on a le green light, une fois qu'on a tous nos partenaires, le financement et qu'on peut y aller, là, voilà, ça vous prend 1 an, bout à bout. Et l'autre chose, pour des producteurs qui vont travailler sur des films, peut-être plus des films d'auteur ou des films en tout cas qui ont déjà été écrits par des auteurs-réalisateurs, eh bien là c'est un peu plus rapide parce qu'ils arrivent avec une version de scénario qui est déjà bien avancée et présentable. Puis là il y a un petit travail de développement qui va peut-être prendre 1 an, voire un peu plus, mais c'est beaucoup plus rapide. Alors, il y a un domaine auquel vous n'avez pas encore touché, c'est le domaine des séries télévisées, dont vous dites que c'est quand même un cercle un peu fermé on peut imaginer quelques structures de production qui sont évidemment avec quelques chaînes. Et puis forcément, quand les gens ont l'habitude de travailler ensemble, ils poursuivent. C'est ça, hein, Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Cette interview, elle doit remonter un petit peu avant l'arrivée des plateformes, parce que ça disrupte vraiment beaucoup le marché. On a le droit aujourd'hui, quand on arrive, de produire des séries, même quand on n'en a jamais fait. Avant, autant il n'y avait pas de plateforme, la règle non écrite, c'était qu'il fallait d'abord faire un téléfilm, travailler avec une chaîne, faire ses preuves avec un téléfilm, et puis ensuite, ça nous donnait le droit de pouvoir proposer des séries. Aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup changé. Ça bouge, d'ailleurs on reparlera des ou au moins d'une plateforme partenaire tout à l'heure. Alors je voudrais juste qu'on soit un petit peu aussi à la jonction de vos 2 mondes, on va dire, le monde du cinéma d'abord, mais aussi un petit peu le monde de l'engagement. Vous avez aussi lancé, je crois en 2013, l'association de Dans mon hall d'immeuble, possiblement du 93, mais peut-être pas que, hein, pour faire se rencontrer des jeunes, on va dire des quartiers populaires, avec des réalisateurs pour des expériences, sorte de workshop, on va dire, dont il sort, pas dire de la bobine, mais enfin dont il sort des images, quoi, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. L'objectif de Dans mon hall, c'est d'amener le cinéma au cœur des quartiers populaires. Donc, ça peut être effectivement dans des cités, ça peut être aussi, on l'a fait dans des ZAC, donc dans des zones rurales. C'est vraiment très ouvert, mais le but, c'est de fédérer tout un quartier à travers le cinéma. Et c'est comme une sorte de jeu de rôle géant ou de jeu de piste géant, puisque c'est sur 2 semaines. On a un réalisateur ou une réalisatrice qui vient à la rencontre des habitants, qui écoute leurs histoires, qui fait un casting, un vrai faux casting, puisqu'à la fois il va recruter des comédiens amateurs pour jouer dans les fictions qu'il écrira. Et puis c'est aussi une manière de faire connaissance avec un maximum d'habitants. On a entre 50 et 200 personnes qui se présentent sur 2 ou 3 jours. Et ensuite, donc on va travailler avec les comédiens qui seront retenus pour les films et impliquer les autres habitants dans différents domaines. Je disais jeu de piste parce qu'en fonction des scénarios qui seront écrits, on aura besoin, parfois c'était un cheval, une fois c'était un corbillard, il y avait des serpents, vraiment on a un panel qui est hyper large. Le cahier des charges des films, c'est vraiment de pouvoir permettre aux habitants de s'évader aussi de leur quotidien. Donc, ça requiert
beaucoup d'imagination de la part de nos réalisateurs et réalisatrices pour à la fois s'imprégner de ce qu'ils reçoivent et puis créer à partir de ça des histoires qui vont nous faire rêver. Et dans Mool, c'est aussi un écosystème qui permet à des réalisateurs et des réalisatrices émergents de pouvoir créer dans un laps de temps réduit des courts-métrages qui, pour certains, vont marcher ensuite en festival, vont être diffusés à la télé. Après, ça, chaque film va écrire sa propre histoire. Alors, je sais que vous êtes évidemment sensible à la question de la diversité. Il y a un fonds de financement qui s'appelle Images de la diversité du CNC. Alors, en quoi, selon vous, c'est essentiel? Alors, ce fonds est vraiment essentiel et pour l'anecdote, il est né en 2007. Enfin, il a été pensé juste après les émeutes de 2005 parce que ça faisait partie aussi du constat de se dire mais il y a eu ces révoltes aussi parce que ces jeunes qui ont cassé, qui ont brûlé, ne se sentent pas français à part entière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent davantage partie prenante de la population? Et les écrans jouent un rôle essentiel. Et ça, c'est prouvé dans les études. C'est-à-dire que les écrans contribuent à fabriquer des représentations. Et c'est particulièrement vrai chez les plus jeunes. Ça veut dire que les écrans vont façonner la manière dont on voit le monde, dont on voit les gens et dont on se perçoit nous-mêmes. En d'autres termes, si, quand je regarde la télé, les seuls noirs que je vois sont soit délinquants ou soit sportifs, ben moi, enfant, petit garçon noir, je vais me dire, ben, qu'est-ce que j'ai comme perspective dans la vie? Ben, je vais faire du foot. Puis si ça ne marche pas, je vais être dealer. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et l'objectif de ce fonds, c'est aussi de contribuer à pouvoir montrer d'autres récits et d'autres représentations. Alors, sur les combats d'égalité, c'est jamais vraiment totalement acquis. Et sur le fonds Images de la diversité, ce qu'on a pu constater, c'est que l'enveloppe a été réduite d'année en année. On est passé de 6 millions d'euros à aujourd'hui péniblement 1,3 million, 1,5 million. Donc ça, c'est un enjeu aussi pour moi. Donc je ne suis plus vraiment dans les instances militantes pour pouvoir défendre ça, mais c'est un enjeu de préserver ce fonds et puis faire en sorte qu'il dispose de davantage de moyens. C'est co-géré par le CNC, le Centre national de la cinématographie, et par le ministère de la Ville. Donc c'est c'est assez unique ça aussi, que ce soit co-géré par deux entités. Alors dans vos divers engagements, il y a aussi le fameux collectif 50-50. Donc j'ai envie de vous poser la même question là, mais non pas sur strictement la diversité, mais on va dire, là c'est essentiellement la parité. Il a dit non. Non, pas que. 50-50, oui, c'est parité, diversité, c'est un peu, ça englobe. Il y a un bonus parité aussi au CNC d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a baissé celui-là. Non, il n'a pas baissé et ça marche, ça fonctionne très bien. Ça a vraiment joué son rôle incitatif pour faire en sorte que les équipes soient plus paritaires. Ça veut dire que ce bonus, ce n'est pas que pour une réalisatrice, c'est pour des équipes qui tendent vers la parité. Ah oui. Donc on étudie différents postes d'une équipe, production, le poste de chef décorateur, chef décoratrice, chef opératrice, ingénieur du son, etc. Il y a un barème de 12 points. Et si le film obtient 5 points, eh bien, il est éligible au bonus. Donc, c'est une incitation financière pour le producteur ou la productrice. Et ça, avant que le bonus soit mis en place, le CNC avait étudié qu'il y avait à peu près 15% des films qui étaient éligibles au bonus. Et aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 25-30% des films qui ont bénéficié du bonus. Et concernant le collectif 50-50, c'est un collectif qui s'inscrit un petit peu dans la suite de MeToo, de ce qui s'est passé, qui vient aussi des États-Unis, qui est lié au cinéma d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard. Et il y a notamment la rédaction d'une Bible 50-50. Donc c'est quoi cette Bible? Alors la Bible, c'est pour reprendre le nom d'un document qui est très connu dans le milieu du cinéma, puisque c'est le document qu'on rédige avec les coordonnées de tous les membres de l'équipe. Ok. Et donc on appelle ça une Bible technique ou une Bible artistique.
Et donc la Bible 50-50, c'est un annuaire en ligne qui vise à mettre en avant les personnes sous-représentées parmi Ok. les équipes techniques. Donc ce qu'on demande aux personnes pour s'enregistrer, c'est sur la base du déclaratif. Les personnes qui ont envie de s'inscrire, on leur demande si elles sont susceptibles d'être victimes de discrimination et si elles disent oui, eh bien à ce moment-là, elles remplissent le formulaire et lorsque les producteurs, les directeurs de production, les chefs de poste seront en phase de constitution d'une équipe, eh bien ils peuvent Ok. aller sur cet annuaire en ligne pour compléter leurs équipes. Et ça, c'était un de nos projets phares. Moi, j'ai coprésidé le collectif pendant 4 ans. Ok. Et c'était un de nos projets phares. Ok.